Mesdames et messieurs, chose promise, chose faite, nous nous sommes retrouvés une fois de plus dans cette édition d'information de 19h de Nyata TV et voici les titres. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamadou Kassogé, a lancé le projet UNITAR qui vise à renforcer les capacités des acteurs du système judiciaire. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale nous expliquera les motifs de la suspension du représentant spécial de la CEDEAO au Mali. La communauté internationale condamne le coup d'État au Soudan. Washington a suspendu son aide de 700 millions de dollars. En vue de former 1850 jeunes sur le contentieux électoral, le renforcement des capacités du système judiciaire et la promotion de l'état des droits au Mali, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a lancé officiellement ce mardi 26 octobre 2021 à la Cour suprême le projet UNITAR en présence du représentant de l'ambassadeur de l'Allemagne au Mali, partenaire financier du dit projet. Suivant le reportage. À l'entame de ses propos pour la cérémonie d'ouverture du colloque national sur le contentieux électoral et le lancement officiel du projet UNITAR pour le renforcement des capacités du système judiciaire et la promotion de l'état des droits au Mali, le ministre Kassogé a salué son prédécesseur Sida Diko et le ministre de la Guinée-Conakry pour leurs efforts consentis pour que ce projet soit une réalité. Soucieux de l'assainissement de l'appareil judiciaire, le chef de l'État, depuis sa prise de fonction, a instruit les personnel de la justice sous la conduite du Premier ministre a œuvré main à main pour indiquer l'impunité et de lutter contre la corruption. La mise en œuvre de cette volonté du président de la transition sous la conduite du Premier ministre chef du gouvernement nous a amenés à aller à la rencontre de l'ensemble des acteurs et des partenaires de la justice afin de réussir la mission à nous confier qui consiste à moderniser notre justice, à restaurer l'autorité et l'utilité sociale de l'État à travers la fourniture des services sociaux de base, mais aussi à renforcer la lutte contre l'impunité et à accentuer la lutte contre la corruption. Selon toujours le ministre Kassogé, l'État malien a déployé beaucoup de moyens afin de satisfaire le minimum besoin des magistrats. Il a aussi invité tout l'appareil judiciaire à adopter un bon comportement pour la réussite du pari, une justice répondant à l'aspiration du peuple malien. Les différentes visites effectuées au niveau des services judiciaires m'ont permis de constater de plus près l'état de dénuement de notre justice. Face à cette situation, le gouvernement s'attelle à engager des actions adéquates afin de créer les conditions d'une justice accessible, moderne et efficace, répondant aux aspirations du peuple au nom duquel la justice est rendue. Il s'agit de renforcer les acquis de la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice, dont la mise en œuvre a permis une nette amélioration de la situation des magistrats. Je ne doute point que cet effort se poursuivra en direction d'autres corps de métiers, notamment celui des greffiers. Ces efforts de l'État pour créer les conditions minimales pour le bon fonctionnement du service public de la justice doivent aller de pair avec un changement de comportement des acteurs de la justice. Vu que les élections sont le seul processus pour la légitimation du pouvoir d'un État, il serait mieux que cet appareil soit assaini. L'Allemagne, à travers le représentant de son ambassadeur, est fière de conduire la réforme électorale que le pouvoir transitoire a entamée. C'est non seulement ce colloque auquel nous sommes tous présents aujourd'hui, mais aussi les formations de l'INFJ qui commencent maintenant avec le soutien de l'UNITAR et qui aideront à faire avancer avec succès ce processus de réforme. Le fait que le gouvernement de transition s'attelle à cette tâche est un signe de sa volonté louable de réforme. Et c'est pour ça que l'Allemagne soutient ce processus de réforme et est partenaire pour cette formation afin de bâtir ensemble un Mali qui soit stable et durable dans le respect des procédures d'un État de droit. Cette formation de 3 jours a une bagatelle de plus de 40 millions de francs CFA et qui va se poursuivre jusqu'au 28 octobre.
octobre 2021, a dit le ministre Mamadou Kassogué. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a donné des éclaircissements sur les motifs qui ont conduit à la suspension du représentant de la CEDEAO au Mali, Hamidou Bouli. Et en effet, il a été déclaré persona non grata par le gouvernement à travers un communiqué. Écoutons ses explications. Persona non grata, ce n'est pas autre chose qu'une personne qui n'est pas désirable sur le territoire national. Et conformément à la pratique diplomatique, ce terme existe parce que quand les diplomates viennent dans nos pays, on leur donne l'agrément. Ça veut dire que le gouvernement donne son accord pour qu'ils puissent exercer. Et quand en cours de mission, on estime que les conditions ne sont pas réunies et que la personne, on ne souhaite pas qu'elle reste sur notre territoire pour continuer à exercer son activité. Donc cette mesure est prise et notifiée à l'intéressé et à son institution conformément à la pratique diplomatique. Les diplomates ont une obligation de réserve, ont une obligation d'impartialité et ne doivent pas s'ingérer dans les affaires du pays. Naturellement, ils doivent faire leur travail en représentant les intérêts de leur organisation. Donc quand on arrive à ce niveau aujourd'hui, le représentant de la CEDEAO en question a reçu plusieurs mises en garde. Ces mises en garde ont été adressées à lui-même, ensuite à la commission de la CEDEAO et même à la présidence en exercice. Et malgré ces mises en garde, l'intéressé a continué à s'adonner à des activités qui sont incompatibles. Je pense que l'intéressé est engagé avec des groupes, avec des individus de la société civile comme du monde politique ou même du monde de la presse qui entreprennent des activités hostiles à la transition et qui ne cadrent pas du tout avec sa mission. Et la personne en question fait autre chose qui n'est pas ce travail. Et en tant que pays souverain, nous estimons qu'à un certain moment, si cette personne ne comprend pas les limites de sa mission qu'elle a outrepassée, il est du devoir des autorités en place de s'assumer. Maintenant, il faut juste que cela soit clair. Ces actes sont dirigés contre un individu, une personne, qui, de notre point de vue, exerce des activités qui ne sont pas compatibles avec sa mission. Avec la CEDEAO, nous souhaitons continuer les relations de bonne coopération, les relations de solidarité avec la conférence des chefs d'État, les différentes instances de la CEDEAO et la CEDEAO en tant qu'organisation. Nous demandons juste à la CEDEAO de désigner une autre personne qui a conscience des limites de son mandat et nous serons disposés à travailler avec cette personne pour faire avancer l'agenda de notre organisation. Conformément au communiqué, il est absolument très clair et nous espérons qu'il puisse quitter dans des conditions de dignité, mais nous souhaitons qu'à l'issue de ce délai, il ne puisse plus être présent sur notre territoire. L'Alliance des journalistes pour le développement de la culture a organisé une conférence de presse ce matin sur la deuxième édition des journées textiles dénommées Mali Fino qui se tiendront du 26 au 28 novembre 2021 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Le thème retenu pour cette deuxième édition est le textile vecteur de développement, de cohésion sociale et de paix. C'était ce matin au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Reportage Aïssata Maïga et Moussa Diallo. Dans le souci de promouvoir les textiles maliens, l'Alliance des journalistes pour le développement de la culture, en partenariat avec plusieurs autres structures, ont mis en place la journée des textiles dénommée Mali Fino. Durant 3 jours, les acteurs du textile, du coton et de la culture se réuniront pour échanger sur les identités vestimentaires du Mali et sur le savoir et le savoir-faire malien en matière de transformation locale du coton. 2 grandes particularités sont prévues pour cette deuxième édition. 2 particularités. Première particularité, nous voulons associer les écoliers en les dotant des sacs fabriqués à base de coton, si les moyens nous les permettent, parce que nous avons exprimé le budget, nous avons sollicité des partenaires. Pour le moment, les fonds ne sont pas disponibles, nous comptons sur nos partenaires. Deuxième particularité, nous avons sollicité la communauté Dogon. Ils ont une grande expérience dans la célébration du textile. Ils le font tous les jours. Nous comptons beaucoup sur ces Dogons, surtout qui sont à Bamako à travers Guinée Dogon, pour venir montrer aux autres l'expérience qu'ils ont dans cette célébration constante du vestimentaire. Voilà. Le textile joue un rôle très important pour le retour de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays.
Parce que le Mali a besoin de cohésion aujourd'hui, le Mali a besoin de paix aujourd'hui, le Mali a besoin de ses fils, le Mali va mal. Et pour que ses fils puissent lui venir en aide, il faut qu'ils soient unis. Et nous pensons que le textile a un rôle crucial à jouer dans cette unité, dans cette cohésion, et nous allons le développer à travers des conférences. Consommons tous maliens, tel est l'appel lancé. Nous consommons des produits industriels que nous ne pouvons pas fabriquer. Mais il n'y a pas de raison pour que nous continuions de porter des habits importés que nous pouvons bien fabriquer chez nous. Nous avons des artisans talentueux et nous avons des tenues très jolies. Vous exportez des tenues du Mali, Biotex, cela peut témoigner. Vous les amenez aux États-Unis, ça coûte cher, les gens courent derrière. Mais ça vient de chez nous, il faut que nous soyons les premiers consommateurs du textile malien. Et pour cela, nous voulons que la presse malienne soit au premier rang de cette consommation made in Mali. La culture est notre identité, nous devons donc la valoriser pour le développement de l'artisanat malien. Au moins 527 civils ont été assassinés, blessés ou enlevés, disparus au Mali, selon le dernier rapport de la MINUSMA sur les violations et atteintes aux droits de l'homme dans notre pays. La division des droits de l'homme et de la protection de la MINUSMA note une augmentation de plus de 25% au second trimestre de 2021 par rapport au premier trimestre qui était de 420. Le DDH a aussi relevé une augmentation inquiétante des incidents liés à l'extrémisme violent dans plusieurs régions du sud du Mali. Assata Touré. Ce document de 10 pages sur les tenaces de violations et atteintes aux droits de l'homme et au droit international humanitaire au Mali a été élaboré par la Division des droits de l'homme et de la protection de la MINUSMA DDHP et dévoilé au grand public le mois d'août dernier. Une analyse géographique indique que les principaux actes de violence contre les civils et leurs biens ont été commis dans les cercles de Douanza, Djéné, Badjangara, Nyono, Mopti, Ségou et Koro, 50%, ainsi que dans ceux de Gao et Ansongo, 15%, peut-on lire dans ce document. L'absence de violence physique contre les civils dans certains cercles du centre du Mali, en particulier ceux de Youarou et Tenenkou, tient au fait qu'ils sont soit sous le joug de JNIM, Jamaat al-JNM, où ont signé les accords locaux dits de non-agression ou réconciliation avec les représentants de ce même groupe. En raison de contraintes diverses, les autorités maliennes et la MINUSMA n'ont pas pu avoir accès à ces zones depuis des mois, soutient ce support. La DDHP a aussi noté une augmentation inquiétante des incidents liés à l'extrémisme violent dans plusieurs régions du sud du Mali, telles que Koutiala et Sikasso, le long de la frontière avec le Burkina Faso. Elle avance qu'au cours du second trimestre, les groupes tels que JNIM et autres groupes similaires, ainsi que les missiles et groupes d'autodéfense communautaire, figurent parmi les principaux auteurs d'actes de violence contre les civils. Selon les informations collectées par la DDHP, ils ont été responsables de 54% des personnes tuées, blessées et enlevées. Les principaux cercles touchés par ces exactions sont restés ceux de région de Douanza, de Djéné et Mopti, région de Mopti, de Gao et Ansongo, région de Gao, et de Menaka, région de Menaka. Toutefois, avec le temps, les activités de ces groupes se sont étendues vers les cercles du sud du pays, notamment dans les régions de Ségou et Sikasso, a-t-il informé. À la lumière de ce rapport, il ressort que les modes opératoires de ces groupes ont varié en fonction de leur cible. Qu'au cours des récentes attaques, des confrontations ont parfois eu lieu avec les missiles ou groupes d'autodéfense qui ont poussé des centaines de civils à fuir leur village. À titre d'exemple, un affrontement survenu le 15 avril entre les chasseurs d'Onso et des éléments affiliés au JNIM dans le village de Sarahere, cercle et région de Mopti, a entraîné le déplacement de plus de 1800 personnes. Les victimes d'enlèvement de JNIM sont 156, soit 8% des fonctionnaires, 35% d'humanitaires, 6% des autorités traditionnelles et religieuses, 51% de la population locale, souligne ce rapport.
Le pont principal du village de Dokofiri a été dynamité par des hommes armés ce dimanche, selon notre correspondant. Ils ont comme intention de couper Dokofiri du reste du monde. Il nous donnera des précisions sur cet événement qui a créé la psychose au sein de la population. Suivons-le. Bon, le lundi 25 octobre 2021, la population de Dokofiri sont arrivés avec des mauvaises nouvelles. Après l'attaque de Réunion, dont 9 personnes ont été enlevées, aujourd'hui, le pont qui quitte Dokofiri pour Djabali, qu'on appelle Djilichoir, a été sauté par les djihadistes. Maintenant, la population de Dokofiri, la commune de Dokofiri, est coupée du reste du monde. Donc la population va commencer à souffrir dès aujourd'hui. Quand vous voyez le pont de Djilichoir, c'est un pont qui a de 6 km de Djabali et 7 km de Dokofiri. Puis c'est le goudron même qui passe sur ce pont-là. Et c'est ce pont-là qui a été sauté par les djihadistes. La population de Dokofiri a envisagé cette chose-là. Parce que depuis l'enlèvement du village de Flakokoni, Koukouni, Bozo, les chasseurs qui sont à Dokofiri ont commencé à surveiller ce pont-là. Donc c'est les militaires eux-mêmes qui vont surveiller ce pont. Donc les chasseurs ont laissé. Donc finalement, c'est le lundi qu'on a sauté ce pont-là. Mais heureusement, ils n'ont pas pu sauter toutes les parties. Les véhicules puissent passer un peu. Avant-hier, ils ont détruit une partie du pont. C'est hier soir aussi, vers 17h, ils ont venu sur le même lieu en coupant les véhicules qui quittent Signono pour venir au foire de Go. Parce que le marché de Dokofiri, c'est le mardi. Donc hier, ils ont fait retourner tous les véhicules. Donc aujourd'hui, le marché de Dokofiri, il n'y a personne dans le marché ici. Il n'y a personne, sauf la population de Dokofiri seulement. Même ceux du Djabali ne sont pas venus à Dokofiri. Ils l'ont fait retourner tout le monde. Ils ont fait ça hier vers 17h. Donc maintenant, ce que nous, la population de Dokofiri, nous demandons au gouvernement de faire tout pour réagir vite, rapide, maintenant, pour éviter le carnage. Parce que si ce pont est coupé seulement, donc il n'y aura plus d'accès à Dokofiri. Donc la population de Dokofiri sera isolée, comme Farabougou, comme Marebougou. Et ça sera plus pire que ça. Parce que quand vous comparez la population de Dokofiri à ces deux villages, la Marebougou et Farabougou, Dokofiri c'est la commune. La commune qui est composée de 17 villages. Si c'est 17 villages qui est coupé du reste du monde, donc ça c'est une catastrophe. Donc nous demandons au gouvernement de réagir vite, au moins c'est pour sécuriser ces points-là. Et puis la partie qui a été détruite pour établir sa vie, pour que la population de Dokofiri ne souffre pas.